Gisèle Pineau, le parfum des sirènes. Je suis au mi-temps de ma lecture et je ne peux m'empêcher de vous en parler. Oui, au mi-temps de ma lecture, on ne peut pas lire Gisèle Pineau sans que son vocabulaire en soit grandement amélioré. Donc, ce livre est superbe. Ce livre est superbe. Après, je n'ai pas pris beaucoup de risques en lisant Gisèle Pineau parce que déjà, Cher Piment, j'avais adoré. Sans vie et poussière, c'était superbe. Marie Cizal, un peu moins, mais voilà, c'est une auteure que j'adore, qui a une écriture magnifique. Et là, c'est encore différent. Enfin, peut-être que mes souvenirs des lectures de Gisèle Pineau, j'avais gardé en tête que son écriture était superbe. J'adorais sa manière d'écrire, mais là, j'ai l'impression que c'est encore différent parce que je n'avais pas souvenance notamment dans les premières pages de ce livre, comment dire, d'une écriture aussi poétique. Je viens de sortir d'une lecture de Ernest Pépin et honnêtement, en lisant Ernest Pépin et en basculant à Gisèle Pineau, on voit une parenté. Évidemment, Pépin c'est d'abord un poète, donc l'écriture, bon, mais il y a une parenté, une filiation. C'est peut-être un peu cliché de le dire parce que Martinique, Guadeloupe, mais voilà, il y a une vraie filiation enfin, j'ai eu cette impression de vraie filiation dans l'écriture, notamment dans les premières pages de ce Gisèle Pineau. On parle de quoi? On parle de Sirena. Sirena, c'est une fille magnifique d'un petit bourg. Nous, Africains, on dirait un petit village un peu perdu, donc en bord de mer évidemment, on est dans les îles. Et Saint-Robert, c'est un coin où, vous savez, les petites villes, les petits villages, ou les petits quartiers où tout le monde se connaît, tout le monde parle, ça papote. Et elle, c'est une magnifique jeune fille qui a perdu, donc qui est orpheline, qui est recueillie par sa tante. Et puis, à un moment, elle développe, évidemment, elle se développe le corps, le machin. Et on se rend compte qu'à 14 ans, c'est une magnifique fille. Des seins, des fesses, c'est superbement décrit. Et donc, évidemment, cette beauté, ça fait jaser dans tout le village. Et puis, d'un coup comme ça, elle décide de quitter, sa tante et d'aller vivre toute seule dans ce qui était la petite bicoque de ses parents. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a toute une histoire en fait, qui remonte sur 3, 4 générations quasiment, où le grand-père d'Orio se rachète un petit lopin de terre et le ferait fructifier, et puis à un moment, ils sont propriétaires. Donc la descendance est propriétaire d'un grand domaine. Et évidemment, il y a des questions d'héritage, parce que l'arrière-grand-mère qui fait fructifier le terrain, puisque l'aïeul d'Orius est décédé, fait hériter la plus grande partie à une de ses nièces, et l'autre, Simone, hérite d'une espèce de bicoque. Donc évidemment, première fracture dans la famille qui crée des inimitiés. Pendant des années, les deux sœurs ne se parlent pas parce qu'il y en a une qui se sent lésée du fait qu'un héritage de plus de 5000 mètres carrés de terre est revenu à sa sœur. Donc on voit comme ça des familles qui se déchirent, qui se rabibochent et autres. Puis la sirène, donc Sirena, qui est surnommée la sirène, qui est magnifique, qui a une vie, c'est une jeune fille qui à un moment à 14 ans va vivre toute seule, sans contrainte, sans limite. Elle se balade en paréo en permanence, pieds nus. Elle a une superbe voix, elle veut chanter, elle veut passer sa vie à chanter. Elle est, comme dit le livre, toujours avec des mini shorties, enfin des choses courtes, des, des hauts qui lui montrent la moitié des seins. Donc c'est une fille qui est assez libre dans sa manière de vivre, qui est magnifique. Et évidemment, tous les hommes du bourg de Saint-Robert lui courent après et elle ne les rejette pas. Donc c'est une fille qui vit sa vie, qui accueille tous les hommes et qui a une blessure, hein, bien sûr. Chez Gisèle Pineau, c'est jamais neutre, hein. La sexualité dans le livre de Gisèle Pineau n'est jamais gratuite. Et c'est une fille qui vit. Excessive, oui, dans sa manière de vivre, mais en tout cas, elle vit, elle en a un peu rien à fiche de tout le monde. Donc évidemment, les commères, les jalousies, les haines naissent de cette Gisèle, de cette Sirena. Et puis un jour, on retrouve Sirena, qui a eu un enfant dont personne ne connaît le père, qui a 2 ans. On la retrouve baignant dans son sang, le front balafré, et avec son gamin de 2 ans qui patauge dans le sang de sa mère, et qui a fait ses selles et tout, qui est là manifestement depuis plusieurs heures. Donc évidemment, et moi, on conclut un accident domestique.
Et le jour, par exemple, de l'enterrement, il y a une énorme tempête, un cyclone s'abat sur Saint-Robert. Et donc le 14 juillet, Sirena décède. Et en fait, ça ne s'arrête pas là, évidemment. Donc on voit les répercussions de toute la famille. La grande cousine Ida, qui est une vieille fille qui a peur des hommes. Il y a Léon, qui est la grande sœur, qui est un peu potelée, qui est mariée à Mathurin. Parenthèse, Mathurin qui au départ a courtisé évidemment Sirena avant de se rabattre sur la grande sœur. Tout le monde est concupiscent, tout le monde la veut, cette Sirena-là. Et donc, elle est décédée. Personne ne doute de l'accidentalité de sa mort. Mais ensuite, on suit les enfants. On suit notamment les enfants de Léon, qui est surnommée la Lionne, Renata, qui, plusieurs années après, a réussi sa vie, elle est avocate et autres, elle vient remettre de l'ordre dans les affaires familiales. Donc c'est une saga comme ça, familiale, sur plusieurs générations, sur 3-4 générations, qui, en fil rouge, il y a cette mort de la sirène. Donc personne ne veut prononcer les noms parce qu'on a l'impression qu'elle charrie avec elle une espèce de malédiction. Et c'est superbe, je suis totalement conquis, je suis totalement accroché par ce livre. Il y a le mystère, pas vraiment un mystère parce que je ne vais pas faire de spoil, on voit très vite que derrière la mort de Sirena, et c'est pas aussi simple que ça, la mort de Sirena. Et donc il y a son fils Gabi qui grandit, qui grandit en espèce de rasta, totalement un rastaquaire, totalement zen, totalement inutile, qui ne travaille pas, qui n'est même pas inscrit à Pôle emploi, qui vivote. Et sa tante Léon qui le couve en espèce de fils prodigue, alors que ses propres enfants, elle les fait grandir à la dure. Et on comprend derrière, il y a l'amour évidemment du fils qu'a laissé sa sœur, de Sirena, mais il y a autre chose derrière, avec son homme Mathurin, c'est plein de choses. Ce livre est magnifique. Je vais lire juste un petit bout pour vous montrer comment ce livre est magnifique. Oui, derrière moi, c'est le Parc des Princes. J'aurais dû vous montrer la photo de Makelele. Bref. Quand les femmes de Saint-Robert la voyaient traîner ses sandales dans la rue, cigarette au bec, elle tournait la tête. Sirena portait des robes trop courtes, des t-shirts étriqués, des paréos sans rien dessous que sa peau nue. Toujours à se trémousser et narguer le monde, cracher les jalouses. Elle se fardait les lèvres d'un rouge sang. Ses cheveux flottaient dans son dos comme la cape noire d'une dominatrice, et cette couronne de fleurs qui étourdissait jusqu'au dernier des seins. Sissi avait peut-être basculé dans une espèce de folie. Ida imaginait une maladie mentale, une mélancolie rampante qui l'avait amenée au-delà des normes. Un mal insidieux qu'aucun docteur n'aurait pu diagnostiquer. Le chagrin, noyau dur planté dans son cœur, qui aurait fait des racines tubéreuses et malignes. Décembre 1971, à 17 ans et quelques, Sirena avait soudain des plans concrets dans sa vie. On lui avait proposé de chanter le soir dans un hôtel de la Grande Terre. Elle avait un besoin de grand espace, envie de voir d'autres visages et se frotter à des mondes d'inconnus. Elle était sur le départ et espérait bien retrouver son amie Louisette à Pointe-à-Pitre. Un couple d'instituteurs avait visité la maison du bourg, il allait s'y installer. Bien sûr, Ida avait donné son accord. Désormais, elle prendrait ses déjeuners sous un carbet de la plage. Ida ne pouvait jamais rien lui refuser. De plus, la petite avait déjà touché 3 mois de loyer en caution. La veille de son départ, Sissi avait acheté une grosse valise et ses escarpins vernis qui lui faisaient de l'œil dans la vitrine du magasin Bata, fraîchement ouvert rue de la Liberté. Elle remit les clés à ses locataires et passa dire un au revoir à Ida. Celle-ci était en train de mesurer sur 3 mètres de ruban satin dans la mercerie Saint-Glace. Les deux cousines s'embrassèrent à la va-vite sous le regard poisseux des clientes. « Tu as dit au revoir à Léon ?» murmura Ida. « Non, tu lui expliqueras que je suis partie travailler à Pointe-à-Pitre. J'ai pas le temps de remonter là-haut et je ne veux pas voir Mathurin. » Madame Saint-Glace, raidie derrière sa caisse, réajusta ses lunettes. Huguette Pichard, qui était un modèle de galon noir. Raymond Tellois, la femme du menuisier de Saint-Robert, cherchait la bonne teinte pour la bobine de fil. La mère Magloire attendait son ruban rose de 5 cm de largeur.